Matin de France Culture aujourd'hui, notre invitée Julia Kristeva. Bonjour madame. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dépotrominée pour venir au Matin de France Culture avec notamment ce qu'on pourrait appeler de façon cavalière un gros pavé sous le bras, les pulsions du temps chez Fayard, mais qui recoupe de très nombreuses de vos analyses, de vos essais, de vos convictions autour de beaucoup de sujets, à la fois au fond votre carnet, on pourrait dire amoureux de personnalités qui vont de Jackson Pollock à Roland Barthes, en passant bien sûr et bien évidemment par Philippe Solers. Il y est question aussi bien sûr d'Europe, il est question d'alphabet bulgare, il est question d'humanisme au XXIe siècle, il est question de religion, de psychanalyse, de Freud, il est question de tellement de choses. Julia Kristeva, on s'est dit que vous n'étiez pas l'invitée la moins légitime pour venir parler ce matin, en ce jour dit important dans la société française, de mariage pour tous, puisque vous l'avez peut-être remarqué que, indépendamment même de la question du mariage pour tous, et Hubert Huertas et Philippe Bagnères viennent d'y faire allusion. Il est question aujourd'hui de civilisation, de société, et puis il est question beaucoup de mal-être. La France va mal, dit-on beaucoup. La France a peur, c'est la crise du pouvoir d'achat, de confiance, crise des valeurs, crise morale. C'est écrit à la une de tous les journaux tous les jours, c'est écrit souvent sur les bulletins de vote, et c'est écrit aussi sur les visages et dans la rue. Et quand c'est la crise, une des réponses, pour certains, se trouve souvent sur le divan, et je rappelle que vous êtes bien sûr l'essayiste mais la psychanalyste, professeur émérite notamment à l'université Paris Diderot et membre titulaire de la Société psychanalyste de Paris, docteur honoris causa de nombreuses universités, je ne ferai pas toute la liste. Mais c'est à la psychanalyste qu'on s'adresse aujourd'hui, écrivain et psychanalyste Julia Kristeva. Comment analysez-vous aujourd'hui, vous qui notamment redéfinissez ce que pourrait être un nouvel humanisme du XXIe siècle, ce que pourrait être au fond aussi à travers vos notes, je dirais, de passion et d'amour des artistes que vous appelez les singulières libertés. Croyez-vous qu'aujourd'hui, comme vous le dites, nous assistons à l'avènement d'un humanisme multiversel? Et est-ce qu'au fond cette question du mariage correspond et peut-être même l'embryon, si j'ose dire, de la définition de ce que serait l'humanisme multiversel, Julia Kristeva? Oui, merci de me donner la parole à un jour qui est un jour d'attente, on l'a dit tout à l'heure, et qui marque sans doute un moment important de la civilisation, à condition qu'on puisse s'en emparer et aller plus loin, on l'a dit tout à l'heure. Quand je parle d'humanisme multivers, je pense surtout du fait que l'humanisme, dont on connaît l'histoire de la Renaissance en passant par les Lumières, les Révolutions françaises, est une noble idée, mais qui peut très vite se figer en dogme. Et mon souci de psychanalyste, de femme, d'écrivain, consiste à prôner une refondation permanente de l'humanisme. Et cette refondation passe par le souci de dépasser l'uniformité, qui passe parfois par l'universel, et d'aller vers ce que les physiciens et l'astrophysiciens aujourd'hui appellent le multivers. On a un univers qui a ses lois, mais on a découvert des galaxies où les lois de l'univers se conjuguent différemment et on parle de multivers. Est-ce qu'il est possible que notre civilisation soit un multivers? C'est-à-dire qu'il y ait des normes, mais qu'elles se conjuguent différemment selon la diversité des personnes que nous sommes. Car je suis persuadée qu'une des acquisitions des droits de l'homme, c'est que nous sommes chacun des singularités et qu'il n'y a pas une sexualité, il n'y a même pas deux, les homos et les hétéros, mais que chaque sexualité est une création personnelle. Et c'est pourquoi quand j'ai parlé des femmes et de la sexualité féminine, je parlais du génie féminin. Notre sexe est notre génie et nous le construisons à partir de notre histoire, à partir de l'histoire de la civilisation qui est la nôtre, transgénérationnelle, à partir de l'environnement et à partir de nos goûts. Et c'est ce bouquet-là qu'il faudrait faciliter, féliciter et encourager. Et c'est là qu'on devient créatif et non pas communautariste et entrer dans des clans qui finalement conduisent à des gâchis, comme on risque de le voir aussi avec la société française qui est coupée en deux, on l'a dit. Néanmoins, et vous me demandez de prendre position sur ce qui s'est passé. Mettez donc la France sur le divan, Julia Kristeva. La France sur le divan a montré quelque chose qu'on ne montre pas assez, me semble-t-il, dans les différentes appréciations du vote du mariage pour tous. C'est que
Dans leur grande majorité, les Français sont pour le mariage. Oui, le Chili, alors, on sait bien que les sondages, il faut les prendre pour ce que c'est. Mais enfin, en l'occurrence, de toute façon, même si on les prend pour ce que c'est, qu'il faut s'en méfier, jusqu'à présent, ils ne varient pas. Hein. On est toujours autour de... On est pour. Voilà, à il y a une grande majorité 63, 64, 65% de pour. Alors, si je mets sur le divan, j'entends que la majorité des Français, comme la majorité des personnes, des citoyens des démocraties dites avancées, ont reconnu une composante universelle de la psyché humaine qui est l'homoérotisme. Nous ne sommes pas tous homosexuels, mais nous avons tous de l'homoérotisme. Et c'est une part universelle de notre bisexualité psychique. De voter pour le mariage homosexuel est une manière de légaliser implicitement cet homoérotisme. Je crois que c'est très important. Il me semble que c'est même plus important que le fait de dire « je suis pour le mariage à cause de l'égalité ». Égalité, ça se discute. Est-ce que le mariage est un droit ou est-ce que c'est une institution pour régler la procréation? C'est pas forcément de la charité non plus. La charité a ses... il faut élucider ses limites aussi. La charité. C'est la conviction des gens de la civilisation européenne et américaine aujourd'hui, qui sont ouverts à leur liberté, qui voient beaucoup d'images, qui ont déculpabilisé l'homosexualité, c'est de reconnaître l'homoérotisme. Et c'est une grande avancée. Moi, je verrais ça comme reconnaissance de la complexité de la vie humaine et qui va dans le sens du multiversel. Alors, à partir de là, s'ouvre la question, qui est une question de civilisation. Nous, la sécularisation, nous sommes la seule civilisation qui ne sait pas ce que c'est qu'un homme, une femme, et surtout ce qu'est un père et ce qu'est une mère. Et les Juifs, par exemple... Les opposants au mariage pour tous, vous direz, mais si, on sait bien ce que c'est qu'une père et une mère, un père et une mère, et qu'il faut un papa et une maman pour un enfant. Oui, il faut, mais alors qu'est-ce que c'est le rôle de la mère? Qu'est-ce que c'est la fonction de la mère? Qu'est-ce que c'est la fonction du père? Nous savons que c'est codé par les religions, on sait ce que c'est vaguement une mère juive ou un père juif, la mère chrétienne avec la Vierge Marie et le pape ou les musulmans ont leur Coran, mais la fonction maternelle, la fonction paternelle, est-ce que c'est d'être gentil et de faire la loi? Est-ce que c'est de s'aimer? Quelle est la transmission qui se fait? Quelle est la balance entre interdit et affectivité? Toutes ces composantes, nous ne les savons pas. Nous misons sur la marchandise, sur la consommation, sur le psy, sur le pôle emploi, mais la culture de la fonction paternelle, de fonction maternelle, nous les avons pas, les psychanalystes les creusent, mais ce n'est pas dans l'esprit. Alors, cela dit, Julia Kristeva, puisqu'un jour Le Point vous a appelé l'athée préféré du pape et que vous connaissez bien, si j'ose dire, vos religions, vos histoires des religions, et puis vous avez des dialogues très réguliers justement avec de nombreuses autorités religieuses. Alors, que répondez-vous? Disons en tout cas, comment analysez-vous tout de même qu'après tout, effectivement, de grandes autorités religieuses dans ce pays qui ont mis le débat à un autre niveau que celui que l'on a pu voir, notamment sur les chars de manifestation des Antilles. Si je prends par exemple André 23, au fond, dit à quoi va servir un mariage et l'union entre deux personnes du même sexe, où le mariage, au fond, consacre un couple d'un père et d'une mère, et qu'il y a la filiation, évidemment, qui est en jeu, selon André 23, dans cette question-là. Et surtout, il dit, est-ce qu'à force de progresser, entre guillemets, vers ce qu'on appellerait une sorte d'égalité entre couples hétéros et couples homo, on n'en vient pas à normer quelque chose qui était au fond précieux dans la différence. Cet argument, on ne peut pas le partager, mais on peut l'entendre et le discuter. Alors, qu'en pensez-vous, vous qui êtes souvent, non pas à mi-chemin, mais à la croisée, on va dire, la psychanalyse, la religion? Julia Kristeva. La question de la psychanalyse de la religion est vaste et nous allons peut-être y revenir à propos de la morale laïque. Mais pour ce qui est de la sexualité, comme je vous disais tout à l'heure, on met sur le divan l'homoérotisme de chacun pour nous rendre compte que si, comme je disais tout à l'heure, la plupart sont pour reconnaître cela, il y a ceux qui s'en défendent tellement, qui deviennent des skinheads et qui sont des homophobes. Comme disait, vous parliez de Philippe Solers tout à l'heure, on a eu l'homme aura, l'homme holo et l'homophobe maintenant. Il faudrait analyser
utiliser les homophobes, qui sont des gens terriblement fermés à cela. Mais l'autre fragilité qui nous reste à analyser, et c'est à cela qu'invite, me semble-t-il, le discours d'André 23 dont vous parlez, c'est la fragilité du couple amoureux, qu'il soit couple hétéro ou couple homosexuel. C'est peut-être la part la plus problématique de ce qui s'ouvre. Nous avons dans l'érotisme un amour qui est un amour à mort. Il y a une violence extrême et Georges Bataille l'avait dit, cette violence de la relation amoureuse est reliée de la mortalité et du temps. Et comment, dans la vie de chacun, dans l'expérience amoureuse de chacun, homo, hétéro ou tout ce que vous voulez, avec les composantes diverses actuellement, se résout cette quête de jouissance, cette quête de plaisir et ce souci de notre non pas longévité, mais transmission, rapport au temps et à la mort. Nous avons dans l'Homo sapiens jusqu'à présent une vision triangulaire de la famille, l'homme, femme et enfant. Et nous savons savons plus ou moins, mais nous intuitons, et à travers la littérature, j'évoquais Bataille, mais on peut parler aussi de Joyce et d'autres, comment cet érotisme à la fois stimule la pensée du temps et en même temps la met en danger. Et toute une sublimation de cet érotisme lié au temps et à la mortalité, c'est sublimé en musique, en foi, en sublimation philosophique, etc. Alors, tout ça est en train de bouger. Quand on parle d'une grande transformation de la civilisation, c'est ça, c'est cette alchimie du plaisir-jouissance à temporalité, pulsion du temps, qu'est-ce qui vient après moi, comment je transmets, comment je pense le temps, c'est la question. Et moi, j'étais de ceux qui proposaient que le débat sur qu'est-ce qu'un père et qu'est-ce qu'une mère précède la loi, parce que gérer la situation, c'est bien, mais lui donner du sens passe par la vie intérieure. Dernière question, et je vous demanderai des réponses courtes parce qu'elle arrive au bout, mais ça permettra d'annoncer aussi que nous parlerons de l'Europe. Est-ce que vous voyez dans la singularité française, avec les manifestations plus violentes qu'elles l'ont été dans d'autres pays, quelque chose de particulier et surtout quelque chose, Julia Kristeva, qui vous fait mentir dans votre idée qu'il y aurait une culture européenne? La France devient aujourd'hui, viendra tout à l'heure, le 9e pays européen à autoriser le mariage homosexuel, le 14e dans le monde. Mais le 9e pays européen jusqu'à présent, l'Espagne il y a 6 ans et d'autres il y a de nombreuses années, la France là n'est pas dans son rapport conflictuel et dans une partie des Français en conflit avec ce mariage, n'est pas au diapason européen, Julia Kristeva. Écoutez, je ne sais pas. Moi, ça se discute. C'est ce qu'on dit. Mais on y reviendra après, d'un mot. Non, je pense que la France peut être en avance. Parce que les Français ne sont pas refoulés. D'autres civilisations le sont plus que nous. La France qui a eu Rabelais, Villon et Sade sont moins dans le refoulement, par exemple, et sont moins dans le refoulement que les autres. Et donc, aussi bien les homosexuels qu'hétérosexuels pensent à leur expérience et ne veulent pas mettre un sparadrap là-dessus. Donc, il faut un problème de cela. Ils veulent qu'on les entende. On disait tout à l'heure, entendons aussi ce que veulent dire cette fragilité du couple hétérosexuel face au temps. C'est un grand problème. Ça conduit l'histoire d'avant jusqu'à aujourd'hui. On est de la grotte Chauvet jusqu'à Mediapart et Cahuzac. Tout ce temps-là est à penser aujourd'hui. N'allons pas trop vite. La France pose des questions que les autres ne se sont pas encore posées. D'où j'évoque 8h et presque 17 minutes, l'heure de la chronique de Brice Couturier. Justesse, beaucoup d'auditeurs, certains nous font passer des messages comme quoi ils vous ont eu comme prof jadis, et que tous s'accordent à dire quelle bonne prof, Julia Kristeva. Donc voilà, Julia Kristeva invitée des matins de France Culture jusqu'à 9h. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Vous allez sauter comme un cabri en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe? On n'en est plus vraiment là, comme vous savez. On saute plus comme des cabris du tout. Non, justement, j'ai apporté, je voulais le montrer à Julia Kristeva, une série d'articles qui avaient été, de débats, d'éditoriaux qui avaient été publiés par Le Figaro en 2005, où toute l'intelligentsia européenne, enfin celle que les Français connaissent, les Schemprun, les Emma Bonino, les Mafessoli, les Ezra Souleyman, etc., avaient témoigné sur le thème « Quelle Europe voulons-nous » Et quand on relit ça aujourd'hui, 12 ans plus tard, ça fait un effet assez saisissant. Parce qu'en effet, il règne un drôle de climat politique en
en Europe. On assiste à des phénomènes aussi étranges que l'ascension du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo en Italie, entraînant l'incapacité du pays à se doter d'un gouvernement. La classe politique empêtrée se défausse de ses responsabilités sur le bon vieux Giorgio Napolitano, réélu président de la République, bien malgré lui, à 87 ans. En France, l'attention publique est distraite du scandale Cahuzac par le striptease financier des ministres et les manifestations pro- et anti-mariage gay, mais l'exécutif est affaibli à un moment où des décisions essentielles doivent être prises. Nos voisins allemands s'en inquiètent, jugeant, je cite Die Zeit, traduit par Courrier International, que la France est victime d'un poison paralysant au moment précis où la stabilisation de la zone euro exige une bonne dose de réactivité et d'ajouter « quelque chose touche à sa fin, en fait, c'est tout un système social qui en France est à bout de souffle ». Mais l'Allemagne elle-même où la chancelière est en tête des sondages et devrait être réélue en septembre, cas pratiquement unique en Europe, l'Allemagne n'émet-elle pas elle aussi des signaux inquiétants ? Qui aurait prédit un phénomène politique comme le parti alternatif pour l'Allemagne? On connaissait déjà le populisme des masses, voici le populisme des technocrates, comme l'écrit Marc Leonard. Des gens assez âgés qui estiment que l'Allemagne risque de se trouver entraînée malgré elle dans la banqueroute d'un ou de plusieurs États du sud de l'Europe et que l'intérêt des Allemands, c'est une dissolution ordonnée de l'espace monétaire européen, la fin de l'euro. Le nouveau parti risque fort de cartonner aux élections au Parlement européen. 2/3 des sympathisants réunis à son congrès fondateur, figurez-vous, seraient titulaires d'un doctorat. Et dans le pays de votre naissance, la Bulgarie, le Premier ministre Boyko Borisov, un ancien policier, nommé en 2009 sur un programme de lutte contre la mainmise des oligarques sur l'économie, il a été contraint à la démission par des manifestations monstres contre les hausses des prix de l'électricité en février. Excellente analyse du politologue Ivan Krastev. La Bulgarie était le meilleur élève de la périphérie européenne. Il a adopté un programme de gouvernement à l'allemande, des budgets en quasi-équilibre, des réformes de structure pour doper la compétitivité, une dette publique ridiculement faible, 16% du PIB, on en rêverait en France. Mais voilà, les recettes qui permettent à l'Allemagne de garantir le niveau de vie de ses habitants ne garantissent aux Bulgares que de végéter à leur propre niveau. De même que les Bulgares ne peuvent pas s'acheter des Mercedes et des BMW, ils ne peuvent pas s'offrir non plus des politiques macroéconomiques à l'allemande. Et Krastev de relever ce paradoxe. Pendant des décennies, les États de l'Union européenne ont été incités à mener des politiques différentes afin de faire converger leurs économies. C'est depuis qu'on leur réclame de pratiquer tous la même que les résultats divergent. Un autre analyste sur le think tank Center for European Policy Studies écrit que la crise de l'euro et des dettes souveraines a été l'occasion d'une prise du pouvoir par la BCE et d'un renforcement de la position de la Commission. La BCE contrôle dorénavant les banques de 24 des 27 États membres. La Commission a acquis le pouvoir d'imposer des amendes aux États qui ne respectent pas les règles budgétaires. Nous avons fait un pas supplémentaire vers un système fédéral et unifié, mais le contrôle démocratique, il ne suit pas et les peuples se sentent dépossédés de leur pouvoir de décision. Pas étonnant que les systèmes politiques nationaux donnent ici ou là des signes de rupture. Alors je vous pose la question, Julia Kristeva, que faire pour éviter une Europe des technocrates, une nouvelle mouture du despotisme éclairé? Comment nous prémunir de l'autre alternative, une conjonction des populismes et des antisystèmes qui rendrait nos démocraties ingouvernables. Voilà, la chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Est-ce que d'ailleurs Brice Couturier correspond à la définition que vous faites du bon européen, c'est-à-dire sceptique mais doué de l'humour nécessaire pour tenir tête aux crises? Je crois oui, parce qu'il y a de l'exaspération, de la colère, et il y a aussi, je pense, un peu d'humour aussi. Non, je suis pas sûre d'avoir des remèdes. Personne ne les a. On est déçu. Il y a des voies qui se cherchent au niveau économique. Moi, je parlerai de ce que je connais un peu mieux. Il me semble que l'Europe a quand même un atout qui est sa culture et qu'on n'a pas utilisé depuis le début. Les questions de la culture n'existent pas comme telles dans le traité européen de Rome. Ça a été introduit progressivement sous la forme de différentes
subventions pour le patrimoine, etc. Mais il me semble que un grand débat est nécessaire. Existe-t-il une culture européenne et quelle est cette unité? Parce que ce qui se passe malgré... Vous posez la question dans votre livre et vous ne prétendez d'ailleurs pas y répondre Je totalement. pense qu'il faut qu'on y réfléchisse, mais poser les questions, parce que quand on écoute la colère des Grecs, Marine Le Pen et tous ceux qui posent des questions sur l'Europe, personne ne dit qu'on n'est pas européen. Tout le monde en veut. Mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Il faudrait se saisir de cette fondation, de cet esprit européen, le définir dans sa complexité, dans son souci de la question, de la problématisation, dans son mécontentement permanent, voir le pour et le contre de cela. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais je ne pense pas qu'il faille aller plus ailleurs qu'un fédéralisme européen à nourrir, à rendre attentif aux différences. Fédéralisme veut dire pas uniformité, ça veut dire différence nationale aussi. Donner corps et âme au fédéralisme, en passant par la culture. Brice Couturier. Mais vous ne croyez pas que... Bon, il y a toujours l'idée qu'on aurait dû commencer par la culture. On dit d'ailleurs que Jean Monnet avait eu ce remords. Il serait dit, au lieu de commencer par l'économie, j'aurais dû commencer par la culture. Mais la culture, l'identité culturelle européenne qui a été un des grands thèmes de débat des années 80, on en parlait avec Marc Vinchet tout à l'heure, on se souvient des revues comme Lettres internationales d'Antonin Lim, qui essayait de faire cette conjonction entre les deux Europes à l'époque où elles étaient désunies, où elles étaient séparées par un rideau de fer, où elles étaient quasiment en état de guerre l'une contre l'autre à cause de la politique des deux blocs. Cette époque semble loin de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe, au lieu d'affirmer son identité culturelle, en a peur. Elle est complexée par son passé. Et c'est vrai que son passé n'est pas si brillant, après tout. Donc, quand on dit identité culturelle européenne, certains entendent immédiatement le Troisième Reich, l'impérialisme, le colonialisme. Quelque part, on a un passé qui nous handicape, qui nous rend difficile d'assumer notre identité culturelle, comme disons les Chinois ou les Indiens peuvent le faire, ou les Brésiliens peuvent le faire aujourd'hui. Monsieur, mais ça, Julia Kristeva. Je suis tout à fait en désaccord avec cela. D'abord, merci d'avoir évoqué Antonin Lim. Je l'ai connu en Bulgarie et nous avons travaillé ensemble pour le littéraire Listi. Et le printemps de Prague était un grand moment de cette diversité culturelle. Récemment, quand on s'est réunis avec Bernard-Henri Lévy au rond-point de Champs-Élysées, il était présent et nous avons vu là une latence de l'Europe qui demande à être réveillée. Non, quand je dis culture européenne, je ne parle pas d'une identité pure et dure. L'histoire de l'Europe nous montre que l'Europe est le seul endroit au monde où l'identité n'est pas un culte, mais une interrogation. Nous sommes ceux, à commencer par de Platon et le dialogue permanent, en passant par le Dieu juif qui ne se donne pas comme définition, mais comme un être, je suis celui qui est, en passant par Saint-Augustin, une seule patrie, le voyage, jusqu'à Freud, qui veut revenir là où c'était. On est en un voyage permanent et une problématisation. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà de cette chape de plomb de l'histoire qui existe, qui est l'Inquisition, qui est la Shoah, qui est le colonialisme, et qui, en effet, vous avez raison, et merci de l'avoir souligné, une des raisons pour lesquelles on n'ose pas aborder la culture européenne. Mais parce que ce passé criminel existe, et parce que c'est en Europe qu'on commence à en faire, on a commencé depuis longtemps, mais on continue à en faire l'anamnèse, la critique, on est capable d'affronter le multiculturalisme et les heurts de religion mieux qu'ailleurs. Est-ce que vous savez que, par exemple, en Chine, j'ai fait un travail pour le Conseil économique et social sur le message culturel de la France. Le président de la Polytechnique chinoise me dit « Nous sommes en train de faire un institut des pensées européennes et chinoises et des spiritualités européennes et chinoises. » Je dis « Mais pourquoi avec vos gens qui sont ingénieurs et qui assemblent les pièces de Airbus, pourquoi ça ?» Parce que vous leur donnez à penser qu'est-ce qu'ils sont et l'art de vivre pour le mettre en question. Sinon, ces gens-là vont devenir des kamikazes quand ils rencontrent une difficulté interne ou externe. Autrement dit, ils ont perçu comment la culture européenne
peut se mettre en question et peut apprendre aux autres à ne pas se figer dans leur culte de « je suis chinois, je suis allemand et je suis musulman ». Oui, mais Julia Kristeva, on pourrait vous objecter tout de même que justement, comment construit-on une identité européenne alors qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui de la construction ou du renforcement des identités nationales et que cette double construction-là est souvent, au fond, comme un oxymore ou comme un paradoxe. Mais que font les intellectuels là-dedans? Vous avez évoqué un certain nombre de gens qui se sont prononcés au début de la Constitution de l'Union européenne sur l'enregistrement. Maintenant, on n'est plus prompt à intervenir en Chine ou dans le monde arabe et moins sur le Forum européen. Quand on parle de laïcité et la morale laïque, il faudrait introduire cette question là-dedans aussi. Cette problématisation de l'identité, nous l'avons oubliée. Moi, j'aimerais savoir quand même, et vous l'avez souvent écrit, on le lit aussi ça et là dans votre livre d'Impulsion, mais enfin, tout de même, pour la jeune Bulgare qui arrive en Europe, en France, en 66, qui quand même savait ce que voulait dire que l'envie, l'utopie, le désir de connaître notre monde, et notamment par une utopie européenne qui a pris tout son essor jusque dans les années 80, on en parlait encore avec Brice Couturier, et que l'on voit le résultat aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites qu'il y a eu un chemin, une bifurcation que personne n'a vu venir et qui fait qu'au fond, ce que représentait tout ce moment des années 80, entre autres, et notamment à travers l'être international, mais beaucoup d'autres lieux aussi, eh ben, cette rencontre-là, ou cette utopie-là, s'est fracassée contre une réalité qui a été ensuite une réalité au fond économique? Oui, comme je vous ai dit, je ne suis pas optimiste, je suis une pessimiste énergique et je vois cette crise fondamentale. Il ne s'agit pas de la dénier, il s'agit de la voir en face et de voir qu'est-ce qu'on fait. On ne comprend pas mon pessimisme énergique si on ne se rappelle pas que j'ai passé quasiment 25 ans de ma vie dans un régime totalitaire. Et dans cette conjoncture-là, nous étions européens. Nous savions que nous le sommes et même si on ne pensait pas que ça allait se réaliser rapidement. Mais cette espérance européenne et cette capacité de décortiquer... Cette espérance qui nourrissait les intellectuels de l'autre côté, dans les pays de l'Est, c'est de là que je parle, qui consiste à mettre en question les valeurs, les dogmes, les lois, que ce soit de gauche et de droite. Cette inquiétude permanente est quelque chose qui continue à exister et moi je le vois se réaliser dans le jeune Européen qui vient de Bulgarie ou de Pologne ou de Finlande, qui sont des gens avec une construction multilingue, kaléidoscopique, qui posent des questions en plusieurs langues, qui sont capables de dynamisme et qui souffrent de l'incapacité économique et politique de l'Europe. Il faudrait voir ces deux bords de la société européenne, ces promesses et ces impasses et miser sur ce qui est vivant. Il ne s'agit pas du tout d'idéaliser l'espace européen. Il s'agit de voir ce qu'il y a dans cet espace de productif et de ce que les autres nous envient. Quand vous allez en Chine, je reviens de nouveau sur ce continent qui évidemment nous fait peur et qui nous fascine, il y a un désir d'Europe et un désir de France. Il y a un an, on a fait à Bruxelles une rencontre avec 10 intellectuels européens et 10 intellectuels chinois et j'étais intéressée et fascinée par l'intérêt de ces personnes qui évidemment étaient choisies par le gouvernement, mais quand même, qui se posaient des questions sur leur culture en relation avec la nôtre et qui disaient qu'il y a deux grandes civilisations qui sont la chinoise et l'européenne à cause de leur richesse, évidemment, européano-américaine avec tout ce que ça peut avoir de connexions intellectuelles et culturelles. Brice Couturier. Dans les années 80, quand on en parlait, dans les années 70 même, il y avait vous, il y avait Kundera, il y avait Konvinsky, il y avait Georgi Konrad en Allemagne, il y avait Todorov aussi qui venait de Bulgarie. Bref, il y avait énormément d'intellectuels qui assuraient le lien et la circulation des idées entre les deux Europes, à l'époque, je le disais même, où nous étions en guerre, puisqu'il y avait une guerre froide. Aujourd'hui, bizarrement, j'ai cité, c'était un petit peu exprès que je l'ai fait, j'ai cité deux intellectuels qui sont des intellectuels européens, c'est-à-dire reconnus
en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Pologne, etc. Ivan Krastev, c'est vraiment une des grandes figures du débat intellectuel européen, et Marc Leonard, qui a fondé un think tank en Grande-Bretagne aussi. Or, je les ai cités exprès parce que je sais qu'en France, ils sont parfaitement inconnus. Et moi, j'ai le sentiment véritablement que la France, de plus en plus, est en train de se reprovincialiser à un moment où les idées en Europe circulent de mieux en mieux, finalement. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, en Autriche, on voit bien qu'il y a un intérêt pour ce qui se pense en Europe centrale en particulier. En France, il y a une espèce d'isolation intellectuelle qui fait que nous nous enfermons dans des débats qui sont d'un autre âge, que nos clivages intellectuels n'ont pas été renouvelés depuis 30 ans, et finalement, c'est une des raisons de notre provincialisation intellectuelle. Qu'en pensez-vous ? Julia Kristeva. Oui, je pense que la politique, pas seulement française, s'isole du domaine culturel. Mais on gère des situations et on ne réfléchit pas. On appelle cela, on n'a pas de cap, on n'a pas de vision, mais on a perdu le contact avec les intellectuels. La grande spécificité de l'espace politique français, qui était l'existence des intellectuels et la place des intellectuels, se perd. On n'a pas entendu parler de culture pendant la campagne électorale, on n'a pas entendu parler d'Europe. Et ça vient de gouvernements socialistes, où l'on attendait cela. Il n'est peut-être pas trop tard de reprendre le chemin vers cette définition du champ social comme champ profondément culturel, le politique et le culturel. Pour être précise, je proposais dans mon avis au Conseil économique et social qu'on crée une académie des cultures et des spiritualités européennes qui peut se trouver en France ou ailleurs. Vous insistez sur l'héritage pour nous juif, grec, chrétien. Voilà, juif, grec, chrétien et la greffe musulmane maintenant. Et que cet institution, Académie des cultures et des spiritualités, soit une question permanente. Existe-t-il une culture européenne ? Qu'est-ce que c'est ? Avec des chaires sur différentes disciplines qui peuvent tourner d'un pays à l'autre et qui pourraient devenir un lieu de réflexion profonde, qui pourrait se simplifier par des passages dans les médias et fait cette pulsation de la mémoire culturelle permanente dans l'esprit des Français. Ça ne résoudra pas les problèmes économiques, ça peut donner aussi des idées aux politiques et aux fameux bureaucrates de Bruxelles pour qu'ils ne restent pas le nez collé sur l'austérité. Même chose pour un livre européen, le multiculturalisme, le multilinguisme. Alors, la question du multilinguisme, voilà. Est-ce que le multilinguisme européen, justement, on se souvient aussi des travaux de Barbara Cassin, son fameux dictionnaire de la traduction, est-ce que le multilinguisme européen est un avantage ou une entrave à la construction européenne? Ressurgit le débat régulièrement de dire qu'il faudrait que les Européens parlent une seule langue, et que cette langue, évidemment, on la voit venir de loin, serait l'anglais. Voilà, c'est le globish, c'est le globish. Alors, oui, écoutez, moi je vois très bien. Vous qui vous intéressez aux alphabets, entre autres. Hein. On va revenir aux alphabets, mais le multilinguisme est évidemment une difficulté au niveau institutionnel. Quand on parle 25 langues, sinon plus, il faut traduire et ça entrave la communication immédiate. Mais on peut imaginer en effet des moyens de traduction et autres communications. Mais le fait de créer cet espace multilingue chez chacun est une grande réussite. C'est une avance, je pense, de notre culture par rapport au reste du monde. On ne peut pas parler de globalisation, essayer d'éviter la banalisation de la globalisation si on n'encourage pas la diversité des langues et le fait que la plupart des jeunes apprennent autant que langue possible. Je trouve que c'est une agilité mentale extraordinaire. D'autant que vous dites quelque chose qui n'est pas très politiquement correct. Vous dites que par rapport à la France et à la question de la francophonie, vous dites que la francophonie, c'est un piège. La francophonie, c'est un piège parce que c'est de la vieille et bonne francophonie avec son rêve versaillais et avec pas mal de malversations, sinon autres détournements et influences internes politico-économiques. Ça, c'est terriblement déconsidéré et il y a peut-être une audite à faire là-dessus. Mais alors étonnez-vous après que tout le monde veuille parler l'anglais, du coup. Non, mais on peut parler français. Vous savez, quand je fais cette enquête, on me dit, on va dans les maisons de la culture française et dans les ambassades parce que vous nous apprenez à penser de manière critique, à poser des questions, à interroger nos gouvernements. Et ça, on ne fait dans aucune autre ambassade. Donc, il y a un désir d'Europe, il y a un désir de France
de ce point de vue, la pensée critique française, la déconstruction des valeurs est quelque chose qui passe par la langue française. Il ne s'agit pas d'apprendre, je ne sais pas quel culte de la France. Il s'agit de donner quelque chose du modèle français qui persiste et qui va aussi dans le sens de le rôle des femmes, le rôle qu'on donne au débat, notamment aujourd'hui, conflictuel et rude, mais un vrai débat. Brice Couturier. Oui, je disais, on parlait avec nostalgie de la revue d'Antonin Lim qui avait été créée à Paris, Lettres internationales, qui avait essaimé dans toute l'Europe. Il y avait des traductions en polonais, en croate, enfin en serbo-croate, en italien, en allemand. Et puis progressivement, la France n'a pas su suffisamment subventionner, en particulier cette revue qui est finalement disparue. Mais je disais, aujourd'hui, il y a des sites. Il y a un site internet en particulier que je voudrais signaler aux auditeurs qui s'intéressent à l'Europe, c'est Eurozine, qui est le site en anglais et en allemand, et justement on retrouve la question des langues, il n'y a pas de français, mais c'est toutes les revues d'Europe de l'Est et de l'Ouest intellectuelles qui publient des choses intéressantes font l'objet d'un recensement extrêmement vigilant sur ce site Eurozine. Donc grâce à Internet, on peut continuer quand même le dialogue européen, mais je constate que dorénavant, il a lieu en anglais. En anglais ou en allemand, accessoirement. Oui, mais il y a des choses qui se passent en français. Moi, j'ai des patients qui viennent apprendre la psychanalyse en France, qui viennent de Russie ou de Turquie. On a créé avec l'Association internationale de psychanalyse européenne un débat pour savoir si la psychanalyse est susceptible d'intéresser les Chinois et comment faire une psychanalyse en Chine. Et ça passe par la langue française. Donc, il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas médiatisées, qui ne sont pas centralisées et qui passent par des canaux tout à fait restreints. Donc, vous croyez que le français garde une chance d'être une langue de communication en Europe ? Parce que vous savez, nos technocrates ne cessent de proclamer que la francophonie s'étend, mais quand on a vécu, comme c'est mon cas dans les pays d'Europe centrale, on a pu voir les rayons des livres français en français dans les librairies de Varsovie disparaître progressivement en 2 ou 3 ans. Et comme me disait Pomian, à qui je visitais une de ces librairies, Christophe Pomian, il me disait que voulez-vous, quand on a la littérature que vous publiez en français, on a peu de chance d'être traduit dans le monde. Donc il y a un grand travail à faire. Vous savez, on a fait une semaine de la francophonie il y a un mois à peu près. Nous étions nombreux à attendre Madame les ministres qui ne sont pas venus ou sont venus à la fin. Julia Kristeva, dans votre livre, je disais Pulsion chez Fayard, Pulsion du temps. Chez Fayard, il est question de très nombreux sujets et aussi des sujets, au fond, qui vous sont personnels, qui dessinent presque une sorte d'autoportrait. Moi, j'ai été, je dois vous avouer, très amusé, et vous allez comprendre pourquoi, par le chapitre sur le sommeil. J'aime dormir, dites-vous. Vous parlez de votre vie en dormant. Le sommeil est ma seconde patrie. Nous qui ne dormons quasiment jamais pour faire cette émission tous les jours. Mais vous n'avez pas peut-être lu l'ensemble de ce texte parce que je parle du sommeil sur fond d'insomnie. Bien sûr. Voilà. Mais justement. Écoutez, mon père a été... Comme s'il y avait une double acceptation à la fois du plaisir de dormir tout en étant empêché. Mais sinon, ça a résonné. Vous n'imaginez pas à quel point. Ça vous a parlé. Ça m'a beaucoup parlé. C'était une exposition sur l'insomnie qui était organisée par mon amie Marie Chek à l'espace Retz, et elle avait réuni des installations qui parlent de l'insomnie. Moi, je suis plutôt insomniaque. Ça m'est arrivé depuis l'assassinat de mon père dans un hôpital bulgare parce qu'on faisait des expérimentations sur les vieillards. Et j'écris à ce moment-là mon roman, le premier polar que j'appelle Métaphysique, sur la criminalité inhérente à l'espèce humaine, et on tue sans qu'on puisse jamais trouver qui est le criminel. Mais je trouve que c'est un genre optimiste parce qu'on peut poser la question d'où vient le grand mal qu'est la mise à mort. Donc, mais comment expliquez-vous que plus on aime dormir, en tout cas, moins on y arrive ? C'est pas pour ça, c'est parce qu'on a énormément de traumatismes qui nous tombent dessus et le monde multivers est plein d'épreuves. Mais on peut dormir, et c'est ce qui m'arrive, c'est pour ça que le sommeil vient après, c'est que si on se réveille et on passe en revue ce qui s'est passé, la pensée, les mots sont l'antidépresseur les meilleurs.
Donc on finit par s'endormir avec de bons mots. Absolument, et notamment si on vous lit justement Julia Kristeva, et puis je le disais, d'autres sujets, et notamment évidemment les fameux compagnons de route, mais qui sont très variés, hein, qui vont de Thérèse d'Avila à Simone de Beauvoir, de Jackson Pollock à Jean-Jacques Rousseau, de Jacques Lacan à Philippe Solers, en passant également par Antigone, et évidemment il y a notamment Roland Barthes. On vous voit en photo avec lui dans votre ouvrage lors de différents voyages, et notamment d'ailleurs également et aussi en Chine. Je vous propose d'écouter, vous devez avoir ça en tête évidemment, c'était au cours des Nuits magnétiques d'Alain Weinstein qui rendait hommage le 1er avril 1980 à Roland Barthes, une semaine tout juste après sa mort accidentelle, hein, en sortant du Collège de France. Et l'émission donc s'ouvrait avec la voix de Roland Barthes qui se livrait au jeu du « j'aime, j'aime pas ». Écoutez Roland Barthes. J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire, les entremets, le sel cru, les romans réalistes, le piano, le café, Pollock, Twombly, toute la musique romantique, Sartre, Brecht, Jules Verne, Fourier, Eisenstein, les trains, le Médoc, le Bouzy, avoir la monnaie, Bouvard et Pécuchet, marcher en sandales le soir sur de petites routes du sud-ouest, les Marx Brothers, le Serrano à 7 heures du matin en sortant de Salamanque, etc. Je n'aime pas les loulous blancs, les femmes en pantalon, les géraniums, les fraises, le clavecin, Miro, les tautologies, les dessins animés, Arthur Rubinstein, les villas, les après-midi, Satie, Vivaldi, téléphoner, les chœurs d'enfants, les concertos de Chopin, les danseries de la Renaissance, l'orgue, Marc-Antoine Charpentier, ses trompettes et ses timbales, le politico-sexuel, les scènes, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec des gens que je ne connais pas, etc. Voilà. Vous vous souveniez, j'imagine, non, de cette archive, donc c'était en avril 80. Non, je ne me souvenais pas de l'archive, mais je me ouais. souviens beaucoup de Barthes, en effet, et c'était un grand ami. On est allé en Chine ensemble avec d'autres personnes, comme vous l'avez indiqué. Marcelin Pléné, Philippe Solers et François Val, oui. C'est quelqu'un qui fait partie en effet de cette partie de mon livre Pulsion du temps qui s'intitule Singulière liberté, et dans ces mots qu'on a entendus on perçoit cette personnalité très singulière et très libre. On perçoit déjà les mythologies, hein. Voilà, c'est les mythologies, c'est le discours amoureux en pleine sémiologie qu'il a consacré et qu'on croit être quelque chose d'indigeste et de bétonné. Il a introduit la mystique et le droit d'aimer de manière absolument paradoxale. C'est ce côté paradoxal de l'amour. Il n'aime pas le clavecin, mais il aime les fraises. Enfin, c'est très intéressant. Vous avez noté, Julia Kristeva, grande lectrice de Simone de Beauvoir, il dit « Je n'aime pas les femmes en pantalon ». Moi, j'avais des pantalons souvent, il m'aimait bien, donc ça dépend des femmes, je crois, oui. Brice Couturier. Oui, ce qui est frappant dans l'itinéraire de Roland Barthes, c'est frappant aussi dans le vôtre, dans celui de Todorov. C'est que vous êtes des gens, vous êtes une génération qui avait commencé dans le formalisme, dans une volonté de scientificité de la littérature ou de la psychanalyse d'ailleurs, et progressivement vous avez évolué vers quelque chose de tout autre, et on dirait même de contradictoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans le plaisir du texte, vous êtes même, vous trouvez même le plaisir du texte dans des textes mystiques. Est-ce que c'est pas quelque part un reniement par rapport à ce que vous nous avez apporté, vous et Todorov, quand vous êtes arrivés dans le paysage intellectuel au début des années 70, avec tel quel, où vous apportiez les formalistes russes, la stylistique structurale et la plus bétonnée, excusez-moi du terme, et qu'aujourd'hui, vous nous chantez une toute autre chanson, Todorov en particulier, qui a l'air même, lui, d'être au bord du reniement. Est-ce que ça serait votre cas ? On voit bien comment le deuxième Barthes était en train d'évoluer, hélas, quand un imbécile d'automobiliste ou de conducteur d'autobus, je ne sais plus, nous en a privé. À vélo. Mais vous-même, votre itinéraire, est-ce que c'est pas aussi...
Deux remarques par rapport à ce que vous dites. Il n'y a rien à voir entre moi et Todorov. D'abord, c'est un homme, je suis une femme, et puis il était très, très structuraliste et formaliste russe, alors que moi, je suis l'ancêtre du post-formalisme. Mon premier travail consistait à dire que le sens n'est pas un système, mais une dynamique, une transformation qui inclut l'histoire et d'autres textes. C'est le fameux dialogisme, le carnaval de Bartine. Et très vite, d'emblée, mon premier livre s'appelle Samanalyse, c'était la psychanalyse, c'était le Freud, c'était l'inconscient, c'était l'érotisme. Donc, monsieur, je vous permets de vous inviter à me lire. Et la deuxième remarque, qui revient à Barthes, le sens, dit-il, fait peur parce qu'il n'est jamais unique, mais il est pluriel. Ne vous fiez pas à une étiquette, à un sens un. Cherchez le pluriel du sens. Alors, quand j'ai fait, moi, par exemple, le dialogisme, Bartine, donc ce post-structuralisme, c'était ma sortie encore du système totalitaire, du marxisme. Et ce que nous disions à ce moment-là, c'est que l'homme ne se définit pas uniquement par l'économie, comme il ne se définit pas uniquement par le sexe, il faut le dire maintenant dans le débat qui nous intéresse autour du mariage, ce n'est pas le tout de l'homme. L'homme est pluriel et essayons de voir, l'homme et la femme évidemment, et essayons de voir cette pluralité dans les constructions du sens, dans les constructions de son langage. Donc, quand on nous a étiquetés comme des formalistes purs et durs, c'était une réaction à un totalitarisme et une ouverture vers la pluralité du sens qui mène très loin, et jusqu'à Thérèse d'Avila, qui cherchait, comme vous savez, Dieu dans les 7e demeures, et l'Inquisition a dit, mais cette femme, on va la tuer. Mais il y avait quelqu'un qui a compris que ce n'était pas le moment de la tuer, c'est Leibniz, puisqu'il a découvert qu'elle était le précurseur du calcul infinitésimal. Donc, si vous ne pensez pas que le sens est un, vous trouverez de l'infinitésimal dans mes textes, monsieur. Julia Kristeva, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La toute dernière question, vous avez vu Philosophie Magazine publie aujourd'hui ce mois-ci un dossier, notamment à l'occasion de la sortie demain du film d'Hannah Arendt, sur Hannah Arendt de Margaret von Trotta, la fameuse question de la banalité du mal et de d'où vient le mal. Vous êtes, vous d'ailleurs, pris Hannah Arendt en décembre 2006, entre autres. Est-ce que cette question du mal, on n'en finira jamais de l'explorer? Et est-ce qu'au fond, ce débat autour de la banalité du mal d'Hannah Arendt, qui a connu des moments complexes et compliqués, de contradictions, est-ce qu'il vous paraît aujourd'hui plus apaisé et donner raison à Hannah Arendt? Ça donne raison à Hannah Arendt et c'est un thème au fond du débat. Je pensais qu'on pourrait en parler. On le trouve dans cette situation qu'on appelle, nous, de déliaison de la jeunesse qui manque d'idéaux et qui se défait dans une explosion de la pulsion de mort, qui est le mal radical. Et on le voit notamment dans le cas de gangstéro-islamisme qu'on voit de jeunes Tchétchènes à Boston. La question de la jeunesse en manque d'idéaux et en destructivité permanente, en déliaison permanente, sans bien ni mal, sans sujet ni objet, qui n'a pas de valeur, est quelque chose qui nous préoccupe. Et Hannah Arendt, évidemment, merci d'évoquer ce prix Hannah Arendt que j'ai reçu et que j'ai donné d'ailleurs aux femmes afghanes qui s'immolent par le feu. Maintenant, elles trouvent d'autres formes pour se révolter contre l'esclavagisme dans lequel on les met dans leur religion musulmane. C'est par exemple les FMN et autres scandales de ce type. C'est sans doute mieux, quelque spécial que ce soit cette révolte, c'est mieux que de s'immoler par le feu. Mais tout ça pour dire qu'il y a des moments de mal radical dans le monde qui tombent souvent sur des femmes, et un de mes soucis est justement de les aider par Hannah Arendt aussi interprétée et réactualisée. Et puis par aussi donc la réinterprétation.